Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La porte du garage grince comme une vieille dent. L'air est épais, humide, avec cette odeur de cave qui colle au fond de la gorge. Mélange de moisis, d'essence éventée et de cuir tourné. Sous une bâche grisâtre, quelque chose respire encore. On tire, ça accroche, ça déchire. Et là, la lumière tombe sur une silhouette basse, presque indécente, comme une lame posée sur le béton. La peinture a l'air propre par endroits, mais juste sous l'aile arrière, une traînée brunâtre a séché, du liquide de refroidissement, qui a fui pendant des années, comme une blessure mal refermée. Sur le sol, une flaque noire a avalé la poussière. C'est répugnant, oui. Et pourtant, au milieu de cette saleté, il y a un détail qui te cloue. Une vitre latérale qui attrape le jour, une courbe qui n'appartient à aucune autre voiture française, un regard de coupé qui te dit sans parler « Tu as trouvé exactement ce que tu cherchais ». Parce que ce n'est pas une Alpine, ce n'est pas une Peugeot musclée, ce n'est pas une Ferrari, ni une Lotus, c'est une Venturi Atlantique. Et l'histoire derrière cette voiture, l'histoire française de cette voiture, ne devrait pas exister. Et c'est précisément pour ça qu'elle est devenue culte. Dans la France du tournant des années 90, le rêve automobile est bizarrement fendu en deux. D'un côté, le pays des ingénieurs brillants, des carrossiers, des rallyes, des 24 heures du Mans, des routes de montagne où la moindre départementale peut devenir une scène de cinéma. De l'autre, une réalité industrielle plus froide. Les grands constructeurs rationalisent, les budgets se resserrent, les modèles, passions deviennent des exceptions, des caprices qu'on justifie à coups de marketing. Et au milieu de cette fissure, il y a une fin très précise, celle d'une vraie grande sportive française. Pas une simple déclinaison, pas un badge collé sur une base existante. Une voiture qui ne s'excuse pas d'être exclusive. Une voiture qui parle le langage des GT européennes, mais avec un accent français. Un aplomb presque insolent. Cette fin, elle ne vient pas seulement des clients, elle vient aussi des créateurs. Des gens qui passent leur journée à dessiner pour d'autres, à calculer pour d'autres, à mettre leur talent au service d'un logo qui n'est pas le leur. Il y a, à cette époque, un endroit où ce genre de frustration fermente. Les ateliers, les sous-traitants, les carrossiers, ces lieux où l'on sait faire impossible avec 3 outils, un gabarit et une obsession. 2 hommes se croisent dans cet univers. Un ingénieur, un designer. Et au lieu de continuer à rêver chacun dans son coin, ils font quelque chose d'inconvenant. Ils décident de jouer dans la cour des grands sans y être invités. Tu imagines la scène, pas de gratte-ciel, pas de conseil d'administration en costume, plutôt des plans sur une table, des croquis qui s'empilent, des mains qui sentent la résine, des discussions tardives où l'on refait le monde avec une cigarette froide et un café trop serré. La France est un pays où l'on sait fabriquer des voitures rapides. Mais construire une marque de sportive, une vraie, c'est autre chose. C'est presque une provocation. Parce que, quand tu prétends faire une GT, tu ne vends pas seulement de la tôle et des chevaux. Tu vends une promesse. Stabilité à haute vitesse, finition, fiabilité, service, image. Et si tu te rates, tu ne te rates pas gentiment. Tu te rates sans public. La rumeur te dévore. Les magazines te déchirent, les clients te fuient, et tes rares voitures deviennent des objets maudits, coincés entre le fantasme et la panne. C'est là que la tension commence à monter, et qu'elle ne te lâche plus. Venturi n'est pas né dans le confort. Venturi est né dans le manque. Manque d'argent, manque de temps, manque de droit à l'erreur. Mais aussi dans un excès. Excès d'orgueil, excès de goût, excès de courage. Au départ, l'idée est presque simple sur le papier. Une sportive française ambitieuse, raffinée, capable de regarder dans les yeux, les coupés allemands et italiens, quelque chose de moderne, de sérieux, pas une barquette fragile. Une voiture qu'on pourrait prendre pour traverser le pays,
et qui, si on le veut, peut aussi te coller au siège et te faire rire comme un idiot. Et très vite, une règle tacite s'impose. Si Venturi veut exister, il faut être plus exigeant que les autres, plus propre, plus rigoureux. Les artisans peuvent faire du beau, mais il faut aussi du solide. Et les passionnés peuvent faire du rapide, mais il faut aussi du vivable. Sauf que la France, à ce moment-là, n'est pas un terrain facile pour une marque comme ça. Sur le marché intérieur, la sportive est souvent un plaisir coupable, taxé, commenté, moqué parfois. On adore l'idée qu'un Français fabrique une super GT, mais on hésite à signer le chèque. Les clients qui ont l'argent regardent l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Ils veulent le prestige déjà validé par le monde. Et ceux qui veulent acheter français, eux, se contentent souvent de ce que les grands constructeurs proposent, des voitures plus accessibles, plus rationnelles, plus acceptables socialement. Donc, Venturi doit répondre à une question brutale. Pourquoi toi? Pourquoi acheter une Venturi, plutôt qu'une Porsche qui a déjà prouvé son nom, plutôt qu'une Lotus au pédigré sportif, plutôt qu'une Ferrari au mythe intouchable? La réponse, Venturi l'a construit sur une idée presque romantique. Parce que la France a le droit d'avoir sa propre GT d'exception, parce qu'une voiture peut être technique et sensuelle à la fois, parce que l'on peut faire du haut niveau sans renoncer à une certaine élégance, à une certaine mesure, à un certain art du détail. Et c'est là que l'Atlantique entre en scène, pas encore sous ce nom, pas encore sous cette forme finale, mais comme une nécessité qui se précise. Au fil des années, Venturi comprend une chose. Pour rester vivant, il faut un modèle qui ne soit pas seulement une vitrine, mais une colonne vertébrale, un coupé plus abouti, plus affûté, plus mature, qui porte la marque et qui surtout puisse être décliné, amélioré, adapté. Une voiture qui accepte les évolutions mécaniques sans perdre son âme. La fin des années 80 et le début des années 90, c'est aussi le moment où la performance change de visage. Les chiffres deviennent une obsession. 0 à 100, vitesse de pointe, puissance. Les turbos séduisent et effraient, les châssis se sophistiquent, les clients veulent de la vitesse, oui, mais ils commencent aussi à exiger un comportement routier plus net, une qualité perçue plus haute, une forme de cohérence globale. La sportive ne doit plus être seulement un projectile. Elle doit être une machine lisible, stable, précise, une voiture qui ne te punit pas à chaque erreur. Venturi, pour survivre, doit donc évoluer. Et l'Atlantique sera justement cette évolution. Un coupé à moteur central arrière, propulsion, avec une carrosserie légère, une silhouette travaillée. Et cette idée de concentrer le plaisir de conduite sans tomber dans l'excès théâtral, elle doit être assez exotique pour intriguer, assez sérieuse pour rassurer. Et surtout, elle doit être française dans sa manière d'être exotique. Pas flamboyante comme une diva, mais tendue comme une pièce de haute couture, discrète jusqu'au moment où elle te gifle. Mais avant d'être une légende, l'Atlantique est d'abord un pari économique et psychologique, parce que fabriquer une sportive, ce n'est pas seulement aligner un moteur, une boîte, 4 roues, c'est construire un écosystème. Et cet écosystème, Venturi le bâtit dans une France qui admire les projets audacieux, tout en les laissant souvent se débrouiller seuls au bord du ravin. Imagine ce que ça signifie, concrètement, pour une petite marque. Chaque exemplaire vendu compte comme une bouffée d'oxygène. Chaque retard de paiement peut devenir un étau. Chaque problème de qualité, même mineur, peut se transformer en histoire catastrophique, racontée 10 fois plus fort que les réussites. Et pourtant, Venturi insiste, parce que l'équipe est piquée par une conviction presque dangereuse. Si on abandonne, alors la France perd une chance de prouver qu'elle peut encore créer une GT d'élite. Et la pression ne vient pas seulement du marché, elle vient aussi de l'identité. Venturi doit se distinguer des petits constructeurs de rêves qui disparaissent après quelques années, laissant derrière eux des voitures impossibles à entretenir, des pièces introuvables, des propriétaires abandonnés. L'Atlantique, dans cette logique, doit être une réponse froide à une inquiétude chaude. Est-ce que cette voiture va me trahir? Est-ce que cette marque va encore exister demain? Est-ce que je vais acheter une merveille ou un futur cauchemar? C'est ici que l'histoire prend une couleur presque malsaine. Et c'est important de la sentir,
Parce que c'est l'une des raisons du culte. Le culte, souvent, ne naît pas du succès parfait, il naît de la fragilité. De l'impression que tout aurait pu s'effondrer, de l'idée qu'un objet a survécu à sa propre improbable naissance. L'Aventurie Atlantique, c'est une voiture qui porte en elle la beauté d'un projet trop grand pour son époque et sa taille. Et quand quelque chose est trop grand, il y a toujours un prix à payer. À ce stade, Venturi a déjà compris une autre vérité du monde automobile. Pour exister dans l'imaginaire, il faut un nom qui évoque plus qu'un chiffre. Atlantique. Ce mot sonne comme une promesse de distance, de vitesse, de ligne droite au bord de l'océan, de sel sur la carrosserie, de ciel bas et de phares qui découpent la nuit. Ce n'est pas juste un modèle, c'est une ambiance. Et une ambiance, ça s'achète avec le cœur avant de s'acheter avec la raison. Sauf qu'il reste une dernière barrière, la plus brutale. La France de ces années-là n'est pas tendre avec les rêves coûteux, les règles, les taxes, l'opinion, l'assurance, la comparaison permanente avec les marques installées. Tout est fait pour t'expliquer que tu as tort, que tu devrais te contenter de ce qui existe déjà, que tu devrais être raisonnable. Et c'est exactement là, dans cette zone où l'on te demande d'être raisonnable, que naissent les voitures cultes. Parce que le culte, c'est le refus de la raison pure, c'est l'acceptation d'une part d'irrationnel, c'est la décision d'acheter une histoire, une sensation, une idée, même si tu sais, au fond, qu'elle peut t'apporter des ennuis. L'Aventurie Atlantique commence donc sa vie comme une réponse à un manque de grandes sportives françaises indépendantes, et, comme un affront à une époque qui préfère les certitudes, elle n'est pas née pour être célèbre, elle est née pour prouver que c'était possible. Et quand une voiture naît pour prouver quelque chose, elle se charge d'une énergie particulière, celle des projets qui se battent contre le monde. Et maintenant, le décor est planté. La faim du public, l'orgueil des créateurs, la fragilité financière, la nécessité d'un modèle, pivot, et ce nom, Atlantique, qui appelle déjà les grandes vitesses et les longues routes. Parce que le plus ironique, c'est que la partie la plus dégoûtante de l'histoire n'est pas la flaque d'huile dans le garage. Ce n'est pas le cuir qui sent l'humidité. Ce n'est même pas la poussière qui étouffe la carrosserie. À partir du moment où l'idée atlantique se fixe, tout devient plus dangereux. Parce qu'un rêve, tant qu'il reste un rêve, ne peut pas casser. Mais dès que tu le transformes en métal, en faisceaux électriques, en tolérance au dixième de millimètre, il peut te ridiculiser. Et Venturi le sait. La moindre approximation se paie double quand tu n'as ni la taille, ni le réseau, ni la patience infinie d'un grand constructeur. Alors l'atelier se met à vivre autrement. Les nuits se rallongent. On parle moins de concepts et plus de choses qui font mal. Rigidité, refroidissement, vibration, accès mécanique, approvisionnement, coût unitaire. Le fantasme d'une GT française devient une équation où chaque inconnu peut te ruiner. Le premier choix, c'est l'architecture. Moteur central arrière. Ce n'est pas un caprice. C'est une déclaration. Une façon de dire au monde que l'on joue la performance et l'équilibre, pas la posture. Le moteur derrière les sièges, c'est la promesse d'un train avant libéré, d'une direction plus vivante, d'un centre de gravité mieux placé. Mais c'est aussi la promesse d'ennui. Chaleur, isolation, bruit, packaging, maintenance. Une voiture à moteur central peut te donner l'impression de piloter une lame ou de conduire une cocotte minute si tu te rates sur les flux d'air. Ensuite vient la question qui tue. Avec quel cœur? Venturi n'a pas les moyens de développer un moteur maison à ce niveau. Le romantisme s'arrête au moment où il faut payer des bancs d'essai, des heures d'ingénierie et des séries de pièces. La marque doit donc choisir un moteur existant, solide, disponible, capable d'être puissant sans devenir une bombe à retardement. Ce choix, c'est une sorte de pacte. Accepter une mécanique d'ailleurs pour pouvoir raconter une histoire d'ici. Et c'est là qu'entre en scène un élément presque paradoxal, un petit twist que les puristes n'aiment pas toujours entendre. Pour fabriquer une voiture française d'exception, il faut parfois aller chercher la fiabilité et l'efficacité là où elles se trouvent. Venturi s'oriente vers un V6 et surtout vers l'idée du turbo. Le turbo, à l'époque, c'est un animal à double face, une bénédiction sur la fiche technique, une tentation pour l'ego, mais aussi une source de chaleur, de contraintes, de gestion fine,
de risque. Le turbo te donne des chiffres qui font lever les sourcils. Il te donne aussi la possibilité de te faire humilier par un simple joint ou une durite. Dans le même temps, le design se resserre. Et quand je dis design, je ne parle pas d'un joli dessin sur papier glacé. Je parle d'une sculpture qui doit avaler un moteur, un échangeur, des radiateurs, des conduits d'air, une boîte, des trains roulants, des freins, des faisceaux, tout en restant basse, élégante et cohérente. La silhouette de l'Atlantique n'est pas un caprice esthétique. C'est un compromis agressif entre beauté et nécessité. C'est souvent là que les petites marques se brisent. Elles font une voiture superbe, mais impossible à fabriquer correctement. Ou, à l'inverse, elles font une voiture bien pensée, mais sans âme. Venturi refuse les deux issues. Alors l'équipe se bat sur des détails invisibles. L'emplacement exact d'un radiateur, l'angle d'un conduit, la forme d'une prise d'air, la manière dont la chaleur sort du compartiment moteur sans transformer l'habitacle en sauna. Ce genre de détails n'impressionne personne sur une brochure. Mais c'est ce qui sépare une GT utilisable d'un objet de musée. Et pendant que les ingénieurs se déchirent avec les flux d'air, un autre monde grince en coulisses, celui des fournisseurs. Pour un grand constructeur, un fournisseur répond parce qu'il a peur de perdre un volume énorme. Pour une petite marque, il répond s'il a du temps, et s'il y trouve un intérêt. Et parfois, il ne répond pas, ou il répond trop tard, ou il répond avec une hausse de prix qui fait saigner les comptes. La création de l'Atlantique, c'est donc aussi un thriller logistique. Trouver les bonnes pièces, au bon moment, au bon coût, avec une qualité régulière. Une GT n'a pas le droit à l'à peu près. Une charnière qui grince, une vitre qui s'ajuste mal, un cuir qui plisse, et l'image de voiture. L'exception se transforme instantanément en kit-car cher. La frontière est fine comme un cheveu. Alors on teste, on roule, on démonte, on remonte. Et chaque test ressemble à une scène de film où tu attends l'accident. Parce que quand tu pousses un prototype, tu sais qu'il peut t'offrir une révélation ou te punir. À haute vitesse, tout devient brutal. La température monte, les pressions changent, les vibrations se réveillent. Là où une citadine pardonne, une sportive amplifie, une petite erreur de rigidité se transforme en flou. Un mauvais alignement se transforme en usure anormale. Un refroidissement mal pensé se transforme en odeur de chaud, puis en fumée, puis en silence. Et il y a ce moment, inévitable, où quelqu'un revient d'un essai avec le visage fermé, pas le visage de la peur, le visage de la honte, parce qu'il y a eu un truc, un bruit, une perte de puissance, une montée en température, un comportement étrange en appui. Et dans une petite équipe, ce genre de moment est un poison. Il se propage vite, il épuise, il met tout le monde au bord du doute. C'est là que Venturi se distingue. Au lieu de maquiller, ils reprennent. Ils s'acharnent. Ils acceptent que la voiture les domine pendant un temps. Ils la traitent comme un adversaire. Et l'Atlantique, peu à peu, se laisse apprivoiser. Une fois la base technique plus stable, arrive un autre combat. L'habitacle. Parce que si tu veux vendre une GT, tu ne peux pas te contenter d'aller vite. Tu dois aussi donner au propriétaire le sentiment qu'il a acheté quelque chose de précieux, pas seulement une machine, mais un objet qui mérite d'être touché, regardé, senti. La France a cette tradition du luxe discret, du bien fait, qui ne crie pas. Venturi veut capter ça. Cuir, ajustement, ambiance. Une sportive qui n'est pas un instrument brutal, mais une pièce de collection roulante, sauf qu'une pièce de collection roulante doit aussi être fabriquée en série, même petite. Et la série, c'est l'ennemi de l'artisanat quand il n'y a pas de méthode. Donc Venturi doit inventer ses propres procédures, ses propres standards, son propre contrôle qualité. Là encore, pas de gigantisme, juste une obsession. On vérifie, on mesure, on corrige, on refuse une pièce, on en refait une autre. Chaque refus coûte, mais chaque acceptation d'une pièce médiocre coûte plus cher à long terme. Elle coûte la réputation. Et pendant que l'Atlantique se fabrique, l'époque change autour d'elle. Les années 90 avancent et le marché devient encore plus impitoyable. Les sportives étrangères progressent vite. Les références s'éloignent. Une petite marque doit courir plus vite que le temps. Sinon, elle se fait dépasser sans même comprendre comment. Venturi choisit alors de faire quelque chose de très risqué. Rendre l'Atlantique suffisamment distinctive
pour qu'on ne puisse pas la confondre. Parce que si tu ressembles trop à une Porsche, tu perds. L'acheteur prend la Porsche. Si tu ressembles trop à une exotique fragile, tu perds aussi. L'acheteur a peur. Il faut donc une identité, un dessin qui s'imprime dans la tête, une posture, une manière d'être. L'Atlantique adopte ces volumes tendus, cette ligne basse, cette impression de coupé compact mais sérieux, une voiture qui semble prête à bondir sans être hystérique. Et surtout, elle garde ce côté rare qui intrigue. Même immobile, elle a l'air d'un secret. Mais le vrai twist arrive quand on comprend un détail psychologique. Venturi ne se bat pas seulement contre les autres marques. Venturi se bat contre l'idée que les Français n'achètent pas ce qu'ils admirent. Et cette idée, dans le milieu, est presque une fatalité. On te dira, ils adorent voir une GT française. Dans un salon, ils adorent lire l'article. Ils adorent t'applaudir. Mais quand il faut signer, ils vont ailleurs. C'est cruel. Et pour une petite marque, c'est mortel. Alors l'Atlantique doit être plus qu'une voiture? Elle doit être une réponse à une humiliation nationale non dite. Une manière de dire « on peut, on sait, regardez ». Et ce besoin de prouver quelque chose se sent dans chaque décision. L'équipe veut que la voiture soit rapide, oui, mais surtout tenable. Pas un monstre imprévisible, un châssis qui donne confiance, un freinage rassurant, un équilibre qui ne te lâche pas quand tu augmentes le rythme, une GT où tu peux faire des kilomètres, puis te permettre un moment de folie, puis repartir comme si de rien n'était. C'est aussi là que le moteur turbo devient un personnage à part entière, un personnage capricieux, parce qu'il te donne cette montée en puissance qui peut transformer une route en expérience quasi irréelle. Mais il exige du respect. Il exige une mise au point propre, il exige que le refroidissement et la lubrification soient irréprochables. Et quand tout est bien fait, il donne à l'Atlantique ce tempérament particulier. Une voiture qui peut se montrer douce. Puis, au bon moment, te lâcher un coup de poing dans le dos. Et ce coup de poing, Venturi veut qu'il soit propre. Pas une explosion désordonnée. Un élan contrôlé. Là encore, ça coûte. Cartographie, essai, ajustement. Une petite marque n'a pas droit aux dizaines de milliers d'heures d'un géant. Elle doit être intelligente, précise, parfois même chanceuse. Mais surtout, elle doit apprendre vite. Dans les coulisses, la production s'organise. Les premières voitures sortent, et chaque voiture ressemble à un événement. Pas une simple unité. Un petit morceau de survie. On écoute les bruits, on surveille les températures, on ajuste les joints, on serre les boulons comme si on serrait la gorge du destin, et quand une voiture part, il y a un mélange étrange de fierté et de panique. Fierté d'avoir réussi, panique qu'elle revienne avec un problème. Parce que l'Atlantique n'a pas le droit à l'échec public. Elle ne peut pas se permettre d'être presque bonne. Les presque bons meurent vite dans ce segment, et chaque propriétaire devient, malgré lui, un ambassadeur ou un bourreau. Si la voiture le rend heureux, il en parle avec feu. Il nourrit le mythe. Si elle le déçoit, il détruit la marque dans un dîner, en 10 minutes, avec un sourire ironique. Et ce genre de destruction est silencieuse, mais elle est terrible. Alors Venturi met de l'âme dans la technique, et de la technique dans l'âme. Ils essaient de créer une voiture qui ne se contente pas d'être rare. Une voiture qui justifie sa rareté. Et pendant que l'Atlantique s'affine, la marque traverse des turbulences internes, des changements, des contraintes qui font partie de sa légende. Rien n'est stable longtemps, les équipes changent, les stratégies se tendent, les finances grincent, c'est comme construire une cathédrale sur un bateau en pleine mer. Mais, paradoxalement, cette instabilité ajoute une tension dramatique à l'objet final. Chaque Atlantique qui sort a l'air d'une victoire arrachée. Et là, juste quand on croit que l'histoire va se stabiliser, elle bascule. Parce qu'une voiture peut être excellente, et pourtant être mal comprise. Une voiture peut être brillante et pourtant être ignorée. Et parfois, la gloire ne vient pas là où on l'attend. La suite, c'est précisément ça. L'Atlantique entre dans le monde réel. Les routes, les clients, les journalistes, les regards, les comparaisons, et la voiture va se faire juger, admirer, maltraiter, parfois trahir. Et c'est dans cette confrontation que naît le culte. Il y a un moment très précis, presque cruel, où une voiture cesse d'être un projet et devient un verdict. Ce moment n'arrive pas en usine. Il n'arrive pas sur un banc d'essai.
Il arrive quand quelqu'un qui n'a rien à prouver, quelqu'un qui n'a pas mis sa sueur dans la carrosserie, tourne la clé, écoute le démarreur et se dit « alors ?» Et l'Atlantique, à partir de là, entre dans une arène où l'on ne pardonne rien, celle des regards extérieurs. Les journalistes, les clients fortunés, les curieux, les envieux, les sceptiques, tous ont une façon de poser la même question. Parfois, sans même la formuler, « Pourquoi toi plutôt qu'une 911 ?» La réponse, la voiture la donne d'abord avec son corps. Quand une Venturi atlantique arrive dans un parking, il se passe toujours la même chose. Les conversations se coupent, puis reprennent, en chuchotant, puis la personne la plus sûre d'elle se rapproche pour lire le badge. Venturi. Il y a un plaisir très français dans cette scène, un plaisir presque enfantin, celui du secret partagé, parce qu'une Porsche, tout le monde connaît. Une Ferrari, tout le monde reconnaît. Une Venturi, on la découvre, on la décode. On se demande si on a le droit d'en parler avec assurance. Et c'est exactement dans ce flou que le mythe commence à s'installer. Sur la route, l'Atlantique joue une autre carte. Elle n'essaie pas d'être bruyante à tout prix. Elle n'essaie pas de crier son existence. Elle est basse, tendue, sérieuse. Une GT qui ressemble moins à un jouet qu'à une arme fine. Le moteur central se sent dans le comportement. Le nez va où tu regardes. La voiture pivote avec une sorte de logique physique. Et quand le turbo se réveille, ce n'est pas une simple accélération. C'est un changement d'état. Comme si la voiture passait d'un murmure à une phrase entière, puis à un cri. Mais le marché, lui, est froid. Il adore les histoires, mais il achète les certitudes. Et là, la Venturi se retrouve face à une réalité presque humiliante. Certains acheteurs veulent l'audace française, mais veulent aussi la tranquillité d'esprit allemande. Ils veulent la rareté, mais pas l'inquiétude. Ils veulent l'exclusivité, mais pas l'effort. Et c'est ici que l'histoire devient plus sombre, plus viscérale et, bizarrement, plus humaine. Parce que l'Atlantique, comme beaucoup de voitures de petite marque, vit une existence double. D'un côté, elle est un rêve roulable, une GT exotique, une machine qui donne à son propriétaire la sensation d'être dans un club privé. De l'autre, elle peut être capricieuse, pas forcément mauvaise, pas forcément fragile au sens caricatural, mais exigeante, sensible, dépendante de l'entretien, dépendante de la compétence de ceux qui la touchent. Tu sais ce que ça crée concrètement? Des histoires. Des histoires qu'on raconte avec un mélange d'amour et de fatigue. Le propriétaire qui te dit, sourire aux lèvres, « C'est la plus belle voiture que j'ai eue », puis qui baisse la voix, « Mais il faut la mériter ». Et cette phrase, « Il faut la mériter », c'est l'ADN du culte. Une voiture culte n'est pas toujours la plus efficace. C'est celle qui demande quelque chose à celui qui la possède. Du temps, de la patience, du savoir, un peu d'argent. Et parfois, une certaine capacité à avaler un imprévu sans perdre l'amour. Au début, la réception de l'Atlantique se fait dans un mélange étrange. Respect et suspicion. Respect pour la proposition. Une GT française au niveau où l'on n'en voit presque plus. Suspicion parce que le monde automobile a la mémoire longue. Il a vu des marques prometteuses s'éteindre, laissant des clients avec des pièces introuvables. Alors la Venturi est regardée comme un funambule. On applaudit la performance, mais on attend la chute. Et pourtant, la voiture fait ce que font les bons objets. Elle provoque une fidélité irrationnelle. Les gens qui comprennent l'Atlantique la défendent comme on défend un ami. Ils parlent de sa direction, de son équilibre, de sa position de conduite, de cette sensation d'avoir une voiture conçue par des gens obsédés, pas par des comités. Ils parlent aussi de son style. Pas une extravagance italienne, pas une froideur allemande, quelque chose d'élégant, de sérieux, mais avec une tension, comme un costume parfaitement taillé sur un corps prêt à courir. Et dans le même temps, le marché produit ces scènes d'horreur, celles qu'on ne met pas dans les brochures. Le jour où une pompe, un capteur, un détail apparemment banal, transforme la voiture en statue. Le garage qui ne connaît pas le modèle et qui essaye au lieu de savoir. La pièce qui met du temps à arriver. Le propriétaire qui sent la chaleur monter dans le compartiment moteur et qui coupe tout sur le bas-côté avec cette odeur âcre, mélange de métal chaud et de liquide qui s'évapore, qui donne presque la nausée. C'est ça, aussi,
la Venturi Atlantique. Une voiture qui peut te faire sentir puissant, puis te rappeler brutalement qu'elle n'est pas un produit de masse. Elle est un objet rare, et la rareté est parfois sale, parfois collante, parfois frustrante. Et c'est précisément là que l'histoire bascule, avec un twist que peu de gens anticipent. Ses problèmes, ses contraintes, ses récits, à moitié dégoûtés. Au lieu de tuer le mythe, ils le nourrissent. Parce qu'ils tracent une frontière, une Venturi Atlantique n'est pas une voiture pour tout le monde. Elle devient une voiture pour ceux qui savent. Et ceux qui savent aiment secrètement que les autres ne sachent pas. Pendant que les discussions s'enflamment dans les cercles de passionnés, la voiture commence aussi à exister dans un autre théâtre, celui de l'image. Les magazines spécialisés, les essais comparatifs, les photos de routes vides, de carrosseries basses devant des façades en pierre, des reflets de ciel sur les vitres, chaque apparition de l'Atlantique a quelque chose de légèrement irréel, parce qu'elle semble toujours être une voiture en trop dans le paysage français, comme si elle avait été importée d'un univers parallèle, où la France a continué à fabriquer des GT d'élite sans interruption. Mais la célébrité d'une voiture culte ne vient pas seulement de la presse. Elle vient de la rue, des stations-service, des péages, des parkings, et l'Atlantique, là, fait un truc très puissant. Elle attire une curiosité qui n'est pas agressive. Les gens ne te demandent pas combien ça coûte, avec envie. Ils te demandent c'est quoi, avec étonnement. Ils ne veulent pas te mesurer, ils veulent comprendre. C'est une curiosité presque tendre, et elle est rare dans l'univers des voitures de prestige. Puis il y a la façon dont l'Atlantique se conduit au quotidien, et c'est là que se forge une partie de sa réputation. Parce qu'une GT, si elle n'est agréable qu'à 180 km/h, ce n'est pas une GT. C'est un outil de fuite. Une vraie GT doit être capable de vivre à 50 km/h sans te punir. Et l'Atlantique, quand elle est bien réglée, bien entretenue, donne cette impression d'être compacte, attentive, presque légère dans le ressenti. Elle n'est pas un paquebot. Elle n'est pas non plus une bête sauvage incontrôlable. Elle est une voiture qui demande de la précision, mais qui te rend cette précision sous forme de plaisir. Et là encore, la tension dramatique monte parce qu'une vérité s'impose. Le destin de Venturi est instable. On le sent dans les murmures, dans les discussions, dans les changements, dans les décisions industrielles qui, parfois, semblent prises au bord de la falaise. Les clients le sentent aussi. Certains achètent en se disant « Si la marque disparaît, ma voiture devient un problème ». D'autres achètent en se disant l'inverse. « Si la marque vacille, ma voiture devient une légende ». Et ce second groupe, ce sont eux qui forgent le culte. Parce qu'ils achètent l'objet comme on achète une pièce d'histoire. Ils acceptent l'incertitude comme un ingrédient. À ce moment-là, l'Atlantique commence à être connu pour quelque chose de très spécifique. Son mélange de sophistication et d'intimité. Sophistication parce que l'idée, le châssis, l'architecture, la mise au point, tout ça respire une ambition réelle. Intimité parce que, contrairement aux marques géantes, tu as l'impression que la voiture a été construite par des mains qui ont vu chaque exemplaire. Tu as l'impression de conduire quelque chose qui a un visage, pas seulement un numéro de série. Et puis, il y a les moments où l'Atlantique devient fameuse, presque malgré elle. Quand elle apparaît dans des rassemblements, quand elle croise des supercars plus connus et que les passionnés s'agglutinent autour d'elle. Tu vois des gens poser la main sur la carrosserie, reculer, reprendre un autre angle, comme s'ils voulaient mémoriser la forme. Tu entends des phrases qui ressemblent à des aveux. J'en ai vu une fois, il y a 10 ans. Je n'ai jamais oublié. C'est comme ça qu'une voiture devient culte. Pas parce qu'elle domine les ventes, mais parce qu'elle laisse une trace disproportionnée. Mais attention, parce que la célébrité d'une voiture culte a toujours un côté cruel. Plus elle est rare, plus elle est désirée. Plus elle est désirée, plus elle est mal comprise par ceux qui n'ont pas vécu avec elle. Et plus elle est mal comprise, plus elle attire les jugements absurdes. C'est une voiture de collection, donc ça ne roule pas. C'est fragile, donc c'est nul. C'est français, donc tu connais la suite. Ces jugements, justement, alimentent la passion des propriétaires. Ils veulent prouver que la voiture roule, qu'elle tient, qu'elle peut voyager, qu'elle peut vivre, alors ils roulent. Ils traversent des cols, ils font des trajets longs, ils racontent
Et chaque récit devient une petite victoire contre le cynisme, et il y a un dernier twist, celui qui fait vraiment basculer l'Atlantique dans le mythe, le temps. À mesure que les années passent, une Venturi atlantique ne devient pas juste une vieille sportive. Elle devient un témoignage d'une époque où la France a tenté, réellement, de jouer le jeu des GT européennes avec une marque indépendante, et plus ce genre de tentative se raréfie, plus l'objet gagne en valeur symbolique. Le culte, en France, fonctionne beaucoup avec cette idée. On chérit ce qui a été courageux, même si ce n'était pas parfaitement rentable. On chérit les projets qui ont osé, et Venturi, avec l'Atlantique, a osé quelque chose d'extrêmement français. Transformer une forme de fierté discrète en machine concrète. À ce stade de l'histoire, l'Atlantique n'est plus seulement une voiture, c'est une présence, une sorte de preuve roulante qu'on peut faire de l'exceptionnel en dehors des empires industriels. Elle est devenue célèbre parce qu'elle est rare, oui, parce qu'elle est belle, oui, parce qu'elle est performante, oui, mais surtout parce qu'elle porte une tension permanente, celle d'un objet magnifique qui aurait pu ne jamais survivre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à regarder ce qu'elle laisse derrière elle, ce qu'elle a changé, même modestement, comment elle a contaminé l'imaginaire, comment elle a préparé, d'une manière indirecte, d'autres idées, d'autres tentatives, d'autres rêves. Parce qu'une voiture culte ne meurt pas quand la production s'arrête. Elle commence souvent à vivre pleinement après. Il y a une chose que l'on comprend trop tard avec les voitures rares. Elles n'écrivent pas leur héritage dans les chiffres so. Elles l'écrivent dans les silences, dans ces secondes où quelqu'un, au bord d'une route, regarde une silhouette disparaître et se dit « Mais c'était quoi ça ?» L'Atlantique a laissé ce genre de silence partout en France. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas envahi les rues qu'elle a contaminé l'imaginaire. Une présence rare fait parfois plus de dégâts, ou plus de miracles, qu'une présence massive. Quand la production s'arrête, beaucoup pensent que l'histoire se termine. En réalité, pour une voiture culte, c'est là que la seconde vie commence. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle cesse d'être un produit et devient un objet de mémoire. Et l'Atlantique, en France, a joué ce rôle comme peu d'autres. Elle est devenue le rappel physique d'une époque où l'on pouvait encore tenter l'impossible à petite échelle avec un mélange de méthode et d'audace. D'abord, il y a ce qu'elle a apporté de plus précieux à l'industrie. Un exemple de ce qu'une équipe réduite peut accomplir si elle refuse de se contenter d'un compromis médiocre. La France a toujours eu des talents, designers, ingénieurs, préparateurs, carrossiers. Mais l'Atlantique a prouvé qu'on pouvait assembler ces talents dans un objet complet, cohérent, exportable en termes d'image, même sans la machine industrielle d'un grand groupe. Elle n'a pas créé une école au sens officiel. Elle a fait mieux. Elle a donné de la matière à rêver aux gens qui, d'habitude, rangent leurs rêves dans un tiroir en se disant que c'est impossible. Ensuite, il y a son héritage technique, discret mais réel. Le choix de l'architecture moteur central arrière sur une GT française, de ce niveau, la recherche d'équilibre, la quête d'une rigidité et d'une précision digne de rivales internationales, tout ça a posé une question au paysage français. Pourquoi avons-nous accepté si longtemps que la grande sportive d'exception soit forcément d'ailleurs? Et même si Venturi n'a pas déclenché une vague immédiate de nouvelles marques, elle a laissé une brûlure, une exigence, une preuve qu'on ne peut plus dire « on ne sait pas faire ». On peut seulement dire « on n'a pas voulu » ou « on n'a pas pu ». Mais l'héritage le plus fascinant de l'Atlantique n'est pas seulement industriel, il est culturel. En France, la voiture est un miroir social. Elle parle de classe, de goût, de liberté, parfois même de honte. Posséder une GT exotique peut être perçu comme une provocation, et là, l'Atlantique a trouvé une zone étrange, presque magique. Elle est prestigieuse, mais sans l'arrogance automatique d'un blason mondialement connu, elle permet une forme de luxe à la française. Le luxe qui ne cherche pas forcément l'approbation. Le luxe qui préfère le clin d'œil au cri. Et ce style de luxe, en France, a quelque chose de profondément séduisant. Puis vient une autre facette de l'héritage, plus sombre, plus viscérale, celle qui rend l'Atlantique encore plus culte. La difficulté. Une voiture culte, surtout quand elle vient d'une petite marque, laisse derrière elle une communauté
Une communauté qui apprend à se débrouiller, à documenter, à échanger, à réparer, à sauver, parce que la rareté, avec le temps, devient un défi matériel, les pièces se raréfient, les compétences se concentrent, les garages généralistes deviennent des zones dangereuses. Et chaque Venturi qui continue de rouler en 2026 n'est pas seulement une voiture, c'est une victoire d'entretien, de patience, de réseau humain. C'est là qu'on touche quelque chose d'assez ambigu, presque dégoûtant si on le regarde de trop près. Le culte se nourrit aussi de la souffrance. Oui, souffrance. Parce qu'il y a des propriétaires qui ont vécu des galères, qui ont attendu, qui ont cherché, qui ont payé cher des solutions, qui ont eu peur pour leur moteur, qui ont eu des nuits où la voiture dormait immobile, comme un animal blessé. Et pourtant, quand ils en parlent, tu entends une chaleur que tu n'entends pas chez un propriétaire de voiture, parfaite, parce qu'ils ont l'impression d'avoir sauvé quelque chose. Ils ne possèdent pas seulement un objet, ils protègent une histoire, et protéger une histoire, ça rend accro. L'Atlantique a aussi apporté une leçon sur la notion de marque dans l'automobile. Une marque ne naît pas seulement d'une stratégie marketing, elle naît d'une tension, d'un risque, d'une cohérence. Venturi, malgré ses turbulences, a réussi à inscrire un nom dans l'esprit des passionnés. Quand tu dis Venturi, ceux qui savent voient immédiatement une silhouette basse, une GT rare, une tentative française sérieuse de se battre sur le terrain des grands. Ce simple réflexe mental, cette image instantanée, c'est un héritage immense. Peu de marques, même grosses, réussissent à produire ça sans répéter leur modèle pendant des décennies. Et puis il y a l'héritage émotionnel, celui qui ne se mesure pas. Une Venturi atlantique, c'est une machine qui raconte que la France peut être audacieuse sans être vulgaire, qu'une GT peut être sensuelle sans être ostentatoire, qu'un projet peut être fragile sans être ridicule, qu'un échec économique n'annule pas une réussite artistique et technique. Avec le recul, l'Atlantique ressemble à un message envoyé au futur. Regardez ce qu'on a essayé, regardez ce qu'on a presque réussi à stabiliser, regardez ce qu'on a osé construire avec peu. Et ce message, il résonne encore plus aujourd'hui parce que l'automobile moderne est en pleine mutation. Les moteurs changent, les technologies envahissent, la notion même de plaisir mécanique devient un sujet de débat. Dans ce contexte, l'Atlantique devient un témoin d'une époque où le plaisir venait d'un équilibre simple et brutal. Moteur, châssis, route, pilote. Une époque où le moindre bruit avait un sens, où la mécanique racontait une histoire au bout des doigts, mais l'héritage n'est pas seulement nostalgique. Il est aussi inspirant. Parce que l'Atlantique rappelle une vérité. L'innovation ne vient pas toujours du centre. Parfois, elle vient des marges, des ateliers, des petites équipes qui n'ont pas le droit de gaspiller, et dans un monde où beaucoup de voitures se ressemblent, où les lignes s'uniformisent, où le risque stylistique est souvent étouffé. L'Atlantique est un rappel presque insolent. On peut dessiner une voiture avec une identité forte, sans tomber dans le grotesque, et voilà le dernier twist, celui qui boucle la boucle, et qui explique pourquoi cette voiture est culte en France d'une manière si particulière. L'Atlantique est devenue une sorte de fierté secrète. Pas la fierté officielle qu'on affiche partout, la fierté qu'on chuchote entre passionnés, la fierté de dire « nous aussi on a eu ça ». Et cette fierté, elle grandit avec le temps. Parce que plus le monde devient standardisé, plus les objets rares, imparfaits, courageux, deviennent précieux. Tu peux retourner dans le garage du début, maintenant, celui qui sent l'humidité, la vieille essence, la poussière. Tu peux revoir la flaque noire sur le sol, le cuir fatigué, la trace de fuite qui donne presque envie de reculer d'un pas, et pourtant, si tu restes, si tu regardes vraiment, tu verras autre chose. Une courbe de carrosserie qui n'existe nulle part ailleurs. Une idée française devenue matière, un rêve qui a eu le culot de rouler. Et c'est ça, au fond, le culte Venturi atlantique. Ce mélange impossible de beauté et de fragilité. Une voiture qui te donne à la fois envie de la caresser et de te laver les mains après l'avoir réparée. Une voiture qui ne te promet pas la tranquillité, mais te donne en échange quelque chose de plus rare. La sensation d'être le gardien d'un morceau de légende,